Et bonjour à toutes et à tous sur YouTube. Je suis Camille du Planétarium de Vaux-en-Velin, médiatrice au Planétarium de Vaux-en-Velin, accompagnée de mon collègue Adrien dans le chat que vous voyez sur ma droite, qui s'occupe de modérer tout ceci, avec la petite épée verte. Et je suis en compagnie de Pierre Kerner, que je vais vous présenter dans un instant. Le sujet de ce YouTuber at home, c'est est-ce que les astronautes risquent de rencontrer des parasites extraterrestres, comme on en voit dans les films de science-fiction? Est-ce qu'ils vont se transformer avec des yeux globuleux qui pulsent comme certains escargots, ou est-ce qu'ils vont avoir des champignons qui vont sortir de leur tête? Est-ce que c'est vraiment possible? Est-ce qu'on peut avoir un alien qui sort de son ventre? Je ne sais pas. Voilà. Est-ce que ce genre de choses existe dans la nature, en tout cas? Et pour répondre à cette question un petit peu bizarre, mais qui est quand même importante, puisqu'apparemment beaucoup de films en parlent, hein, apparemment ça intéresse les gens et les cinéastes, eh bien pour répondre à cette question, j'ai invité Pierre Kerner, qui est ici, au-dessus de ma tête. Bonjour Pierre. Et Pierre Bonsoir. Kerner, qui est chercheur en biologie de l'évolution à l'Institut Jacques Monod, qui fait partie du regroupement de l'Université de Paris, parce que vous savez que maintenant les universités sont regroupées en gros pôles de plein d'universités. Mhm. Il a également écrit un livre qui s'appelle Moi Parasite, puisque en plus de son sujet de recherche, il aime bien s'intéresser à ces petites bébêtes qui modifient les comportements, les aspects, et parfois est un petit peu trop gourmand et tue son hôte, parfois, et parfois pas. Je te laisse du coup présenter ce que tu fais comme travail, Pierre, et puis ensuite on partira sur un petit jeu que tu nous as concocté. Très bien. Merci pour l'invitation. C'est avec plaisir que je l'ai accepté parce que je suis assez régulièrement les nouvelles du planétarium de Vaux-en-Velin et notamment le super compte Twitter de Astropierre Bien qui sûr. travaille dans ce planétarium et qui a aussi souvent visiblement une appétence pour les parasites parce que la plupart du temps, quand sur mon propre compte Twitter, je partage des dégueulasseries réalisées par les parasites, il est un des premiers à les partager. Donc il doit y avoir peut-être une connivence entre le monde de l'astro et le monde du parasitisme. En tout cas dans les films, Euh, c'est sûr. oui, mais peut-être pas assez en fait. Par rapport justement, je pense qu'on va pouvoir en parler un tout petit peu, Mhm. par rapport à la diversité de parasitisme qu'on observe dans la nature, c'est assez peu. Et parfois même assez peu imaginatif Mhm. sur ce qui existe vraiment dans la nature. Donc moi je travaille à l'Institut Jacques Monod, comme tu as dit, donc qui est un institut de recherche, on appelle ça une unité mixte de recherche, et ma spécialité c'est l'évolution. Je suis enseignant-chercheur, maître de conférence pour être plus précis, en génétique évolutive du développement. La génétique évolutive du développement, en fait, c'est de comprendre comment certains gènes sont impliqués dans l'embryogénèse pour permettre de faire apparaître toute une diversité de formes qu'on peut observer chez essentiellement les animaux, mais aussi les plantes, plein d'organismes multicellulaires, très éloignés du parasitisme. Mais le parasitisme, en fait, mon intérêt pour ce sujet, c'est un, parce que c'est un très très beau sujet de l'évolution, je suis passionné d'évolution, et le deuxième, c'est que il s'agit aussi d'un de mes sujets préférés de vulgarisation scientifique, puisque, ah, très joli parasite que je vois passer. On pourra peut-être en parler d'ailleurs des parasites qui sont dans les chats. Oui, c'était une super Euh, transition, tu remarques. Donc Bien oui, les joué. parasites. Pourquoi les parasites? Je fais de la vulgarisation scientifique. J'ai un blog qui s'appelle Strange Stuff and Funky Things qui existe depuis 2009. Et un des sujets de prédilection de mes lecteurs de ce blog, c'était le parasitisme dans une des catégories que j'avais qui s'appelait Freaky Friday Parasite, et dans lequel en fait je cherchais sur Internet plein de parasites divers et variés qui pouvaient manipuler le comportement de leurs hôtes, manipuler la forme. C'était un tout petit peu pour un prétexte pour mettre des choses dégueulasses sur Internet avec et il s'avère que ça intéressait pas mal de gens. Du coup, après des années de loyaux services sur le blog, j'ai décidé de les adapter, tous ces billets de blog sur le parasitisme, en un livre qui porte le nom de Moi Parasite. Alors, Et ce combien de livre, parasites? ce livre qui a l'air très intéressant, et on va en avoir un petit aperçu avec le jeu, un très bref aperçu, parce que je pense qu'il y a beaucoup plus de pages que le nombre de pages de jeu qu'on va faire ce soir, mais qui est un livre qui est, ma foi, très intéressant, et que je vais probablement
lire bientôt parce que ça fait longtemps. Je profite que Pierre soit là pour dire que ça fait longtemps que je veux le lire et que j'ai toujours pas lu. Et c'est pas bien. Voilà, il faut le lire. Il faut le lire. Ben, comme je te le disais, c'est la bonne période pour se C'est la l'offrir. bonne Hein, on période. est bientôt à C'est Noël. parfaitement la bonne période. Donc vous l'avez d'ailleurs du coup Ce qui est bien, c'est que c'est un la cadeau. couverture à ma gauche. Il y a plusieurs messages. Soit c'est pour des passionnés de science et les gens aiment bien, soit c'est pour des gens qui veulent leur envoyer un message en disant toi tu es un parasite de ma famille. Et ça fonctionne. Voilà. Est-ce qu'il y a de quoi trouver un costume de parasite pour Halloween également dans ton livre? Alors oui, il y a beaucoup d'inspiration hein, dedans. S'il y en a qui sont amateurs de do it yourself, il y a tout à fait la matière pour pouvoir voir comment certains organismes sont modifiés en termes de physiologie. Donc il y a de l'inspiration. Ouais. Parfait. Eh bien écoute, est-ce que dans le chat, est-ce que vous avez des questions un petit peu sur ce que fait Pierre dans son travail ou est-ce que vous voulez qu'on commence directement le jeu? Sachant que vous aurez l'occasion bien sûr de discuter avec Pierre, parce que le jeu est quand même un prétexte hein, principalement, mais on va s'amuser. Donc si vous avez des questions sur la biologie de l'évolution, sur la génétique, sur tout ce qu'il fait, n'hésitez pas à en poser dans le chat. Je sais qu'il y a un décalage de quelques secondes entre nous et le chat, donc je vous laisse le temps de répondre pendant ce temps-là. Je te propose, Pierre, de décrire un petit peu comment va se passer la suite. Alors moi, cette invitation elle m'a beaucoup plu et je me suis amusé à essayer de trouver dans la pop culture des films, ou essentiellement des films, des séries aussi. Il y aura peut-être un exemple de série hentai avec des bioman, etc., dans lequel il y a du parasitisme, potentiellement. Et donc, ma question, c'est pour la plupart de ces exemples, on pourra poser la question sur le chat de savoir est-ce que ce qui est représenté est totalement fictionnel et ne pourrait pas exister dans la nature, ou est-ce que ça a une base réelle, voire c'est directement inspiré de la vie réelle. Donc on pourra justement demander aux personnes qui participent au chat ici sur Twitch leur avis. Donc en gros c'est un jeu réalité ou fiction. Voilà, donc ça va se faire un peu sous forme de quiz comme on a fait mercredi. Donc voilà, agréable surprise apparemment, puisqu'on a Général Likala qui te dit cool, je ne savais pas qu'on allait jouer. Et bien c'est la surprise, voilà, c'est la surprise, le planétarium fait des surprises. Grâce à Pierre. D'ailleurs, moi au planétarium, c'est moi qui m'occupe de tout ce qui est game design, des animations, des expos, tout ça, donc ça tombe bien, c'est parfait. On est en mode jeu. Et je voulais te poser une question, Pierre, du coup, tu as l'air de dire que dans les films, il n'y a pas assez d'imagination en termes de parasites. Est-ce qu'il y a des parasites bien dégueux sur Terre qui n'ont jamais trouvé preneur dans le cinéma? Alors, c'est très très simple. Déjà, rien qu'en diversité, pour moi, un des cinéastes qui a le plus insufflé de la créativité, on va dire, en termes de caractère design, etc., c'est James Cameron. Et l'essentiel des organismes qui peuplent ces films, que ce soit des films de science-fiction ou autres, etc., ce sont généralement des organismes directement inspirés de la nature. Donc, pour moi, en fait, quand je disais il n'y a vraiment pas beaucoup de parasites, c'est que d'une part, la créativité qui est faite dans le caractère design pour ces organismes qu'on voit dans Avatar, dans The Abyss, etc., elle est piètre, en fait, parce que c'est très très proche de ce qu'on est capable de trouver dans la nature. Et en plus, il y a une sous-représentation du genre des parasites qui est assez incroyable, quoi. Toujours à peu près le même genre de parasites. Toujours les mêmes. Il y a pas mal de vidéos qui tournent un tout petit peu sur les créatures extraterrestres qui peuvent exister dans Star Wars et Star Trek, et dans lesquelles l'essentiel des organismes qui sont conscients sont des bipèdes, qui sont probablement vertébrés. Parce que dans Star Trek et dans Star Wars, il y a quand même beaucoup d'humains. Voilà. Exactement. Donc on est vraiment très très loin de, pour moi qui suis quand même attaché à enseigner la diversité du vivant, à quand un organisme qui ressemblerait à un blob. Là, il y a pas longtemps, il y a Star Trek qui faisait dans sa série Discovery, il y avait un tardigrade de l'espace. D'accord, ok, c'est cool, c'est un petit clin d'œil pour la nature, mais en fait,
On ne crée rien, on n'invente rien. On prend une bestiole, on la peint en bleu, voilà, on est content, on a Qu'est-ce que l'impression tu as d'avoir. pensé des heptapodes de premier contact? C'était pas mal. Là, typiquement, on est sur quelque chose qui fonctionne bien parce qu'il y a une brisure, par exemple, de la symétrie Mhm. qui est intéressante, notamment avec le nombre d'impadices Mhm. qui arrive à 7, un nombre premier, Mhm. très peu probable d'apparaître sur les formes de vie qu'on connaît Parce que à chez l'heure nous, c'est actuelle. 5 pour les étoiles de mer déjà, mais Ouais, voilà, 7, c'est ça. Mais 7, c'est original. Mhm. Donc pas mal. Vraiment pas Et un mal. langage original, une façon de communiquer originale. Ils ont fait un Mhm. effort. Mais tu Voilà, remarqueras qu'il donc n'y en avait qu'un seul dans le pas film. impossible. Donc du coup, voilà, comme il n'y en avait qu'un, ils ont Ah, pu se focaliser dessus. Est-ce que c'est bon, j'ai tu eu une m'entends? petite coupure, Ouais. j'ai pas entendu ta question. Donc j'en profite, juste avant de commencer le quiz, le livre Moi Parasite s'affiche à ma gauche, illustré par Alain Prunier et Alain Dumigny. Est-ce que c'est eux qui illustrent aussi le quiz ou pas, ou juste le livre? Non, c'est juste le livre, c'est ça? Non, j'ai juste D'accord. pris le livre. Après, tout le reste, ce sont des gifs animés, vous verrez. Eh bien, c'est parti C'est pour le c'est essentiellement générique des du trucs. quiz. T'es prêt? Générique du quiz, hop. Ah, il y a un générique. Bah, je crois que tu as mis un générique. Tu as mis un gif, voilà. Alors, il n'y a pas de musique, Mais c'est un mais on peut générique. danser si tu veux. Voilà. Party hard. Alors c'est vrai que c'est un petit peu perturbant parce que moi j'ai les deux écrans. J'ai Twitch d'un côté et mon ordinateur de l'autre et il se passe bien 10 secondes avant que ça s'affiche de votre côté. Oui. Alors, pourquoi ça ne... Attendez. Je crois un petit peu plus parce que là, j'ai pas l'impression qu'il y a. Ouais. Je vois pas Ça, c'est très le étrange. diaporama qui a bougé. Voilà. Ah, c'est pas celui-là. Pour l'instant, je peux meubler. Je peux regarder s'il y a des questions. The Thing est parmi nous. Bah, faut voir. Ah, ça y est. Tu On l'as, ça y voit est en fait. Non, on a vu très très brièvement les diapositives, mais pas le diaporama. Alors attends. Pourquoi est-ce qu'il se met pas à jour? Mais il se met à jour sur mon... Ah, c'est marrant parce que pendant le test ça marchait. Ouais, Pendant bien le sûr. test ça marchait. C'est obligé. C'est obligé, c'est comme ça. Pourquoi est-ce qu'il ne se passe pas à la suite? C'est PowerPoint. PowerPoint n'est pas content. Ah, attendez, on va faire autrement. On va faire comme ça. Voilà. Et là, maintenant... Mais du coup, j'ai pas les gifs. Ah, ça va pas, ça. Ah oui, ça va être problématique. Attends. On va s'en sortir comme ça. On va faire... hop. Diaporama, voilà, diaporama. Effet Bonaldi. C'est quoi l'effet Bonaldi? C'est Minus69 AV qui dit que c'est un effet Bonaldi. J'imagine qu'à chaque fois qu'il faisait des présentations de ses gadgets, ça ne marchait pas. J'imagine. Bah voilà. Ça a l'air de marcher là. Voilà. Ça a l'air de marcher. Je vais juste agrandir un peu la fenêtre histoire que vous ayez tout. Apparemment PowerPoint et Twitch c'est pas la joie. Il y a une espèce de divorce là. Je sais pas pourquoi. Voilà, je vous agrandis un peu la fenêtre et on est parti. Voilà. Hop. Voilà. Normalement c'est bon, vous l'avez. Vous avez le party hard. Yes. Donc c'était un petit générique mais sans musique. Alors par contre ça s'est arrêté au bout d'un moment. C'est pas grave. Je pense qu'on va pouvoir passer à la suite. Mon chat est noir, oui tout à fait. Je réponds à Omerita qui disait si il y avait un... Et donc... Beaucoup de chats sur entre les chats de Pierre, le mien et les tiens, ça fait beaucoup de chats. Le Parasite Quiz, ce sera donc des questions successives données pour des personnes qui assistent justement à ce Twitch. Est-ce que les exemples qu'on va vous montrer sont purement fictionnels ou en réalité? Et puis on pourra te demander à toi aussi ton avis. Également, oui. Après, exactement. Je te décale un peu parce que je vois que tu as la barre de recherche de PowerPoint sur la tête, mais c'est bon, voilà, c'est bon, tout va bien. Eh bien écoute, on commence quand tu veux. Première question. Donc n'hésitez pas à donner la réponse en commentaire. Nous pour l'instant là, comme il y a un décalage, on va discuter du sujet. Et puis jusqu'à ce que les réponses arrivent. N'hésitez pas à vous lâcher, c'est un jeu, il n'y a pas de bonne réponse, il n'y a pas de mauvaise réponse, il n'y a que des réponses qui demandent à être éclaircies. Allons-y, on est là pour ça. Après, je peux les menacer de leur donner une note, de les évaluer, je suis enseignant. Donc... Alors, on va parler de xénomorphes. Tout à fait. Qu'est-ce qu'un xénomorphe, déjà, avant de poser la question?
Ah, xénomorphe, eh ben, écoute, ça vient c'est la racine grecque, c'est xéno qui veut dire étranger et morphe, c'est l'apparence. Donc le xénomorphe, c'est la fameuse créature qui apparaît dans Alien, le 8e passager, et puis après qui a été récupérée dans plusieurs films. Certains bien, certains moins bien. Je Pareil. ne citerai pas des noms. Et donc, ceux qui ont vu Alien auront pu remarquer qu'il y a quand même quelque chose de très étrange, pour le coup, là, qui a l'air particulièrement intriguant et qui vient directement de l'esprit, certains diraient malsain, de H.R. Giger, qui a créé le design de cette bestiole, du xénomorphe. Il a d'ailleurs un musée Et très en fait, bizarre. quand il ouvre la mâchoire... Comment? Il a d'ailleurs un musée très bizarre avec toutes ses créations, je crois. Oui, oui, c'est où? C'est Je d'ailleurs, sais c'est en plus, mais Autriche ou un truc j'ai comme vu ça? les ou- images, c'est assez glauque. Ouais, il Dans paraît lequel que c'est assez il a un réputé. tatouage chelou sur la langue, effectivement. Tatouage chelou, ouais, on dirait pratiquement, il a une langue mâchoire. Et donc, il y a en fait plusieurs questions. La première, ce serait de savoir, est-ce que un organisme qui a une mâchoire à l'intérieur de la mâchoire, une langue mâchoire, est-ce que ça existe? Et la deuxième, au contraire, parce que moi, j'ai revisité le film après l'avoir vu et après avoir écrit moi Parasite, et en fait, immédiatement en regardant ça, je me suis demandé, mais en fait, est-ce que c'est véritablement la langue du xénomorphe, ou est-ce que ça ne pourrait pas être un parasite qui remplace la langue de son hôte? Et donc, en fait, le xénomorphe, ce serait un pauvre animal qui aurait été parasité par un autre parasite qui aurait occupé sa langue. Et du coup, est-ce que cette langue parasitaire, du coup, modifie son fonctionnement? Parce que cette langue parasitaire est là quand même pour faire un trou dans le crâne des humains, apparemment. Euh, Oui. et quand même, le reste du corps suit. Parce qu'il faut quand même s'approcher de l'humain. Oui, oui, alors après, ça se trouve, de toute façon, c'était la méthode d'alimentation du xénomorphe avant d'avoir sa langue remplacée. Mais bon, voilà, on peut ensuite émettre des hypothèses sur le comportement de prédation du xénomorphe. Mais quoi qu'il arrive, moi, ma question, c'est d'abord, est-ce que une langue mâchoire, ça existe dans Déjà. le monde? Et le deuxième, est-ce que, au contraire, une langue remplacée par un parasite, ça existe? Alors, je vois que les gens commencent à réfléchir. Il y a quelqu'un qui a dit, j'ai jamais vu Alien. Moi, je l'ai vu, ça m'a traumatisé quand j'étais Est-ce qu'on peut ado. kicker quelqu'un du chat? Ça ne fait que 5 lettres en caps lock, c'est pas suffisant. Il faut que ce soit la phrase en entier, normalement. Alors, on a des gens Alors, qui disent réalité, d'autres qui disent fiction. Il y a quand même principalement du réalité qui sort, je crois. On a PEH4 qui nous dit forcément inspiré d'une bestiole. Alors, est-ce que forcément, est-ce que justement, est-ce que y a des films? Alors, on a parlé de Rival, mais on voit que ça peut être un mélange de pieuvres et d'étoiles de mer. Est-ce qu'il y a des films que tu as vus où tu dis bon ça, j'ai jamais vu ça nulle part, ça vient purement de la tête du type ou de la dame qui a fait le film, ou est-ce que à chaque fois c'est inspiré d'une bestiole? Est-ce qu'à chaque fois tu as réussi à raccrocher avec une bestiole connue ou pas? c'est un peu la question qu'on pose, c'est que est-ce que quand les personnes qui travaillent à Hollywood constituent un film, n'arrivent pas à se séparer de la réalité ou des potentialités de la réalité? Ouais, c'est plutôt ça. C'est vraiment ça, parce que parfois il y a très, très clairement des organismes qui sont aspirés d'animaux et on va pas aller chercher plus loin. Voilà, je sais pas, quand on voit Cthulhu, quelqu'un a mis, voilà, on va mettre un poulpe et on lui met des ailes de chauve-souris, voilà, c'est fait. C'est pas fantastique comme imagination. Mais il y en a d'autres où vraiment il y a une sorte de recherche, une quête à l'originalité. Et parfois, cette quête, elle ne fonctionne pas parce que, eh bien, le vivant est déjà trop imaginatif et on peut retrouver des espèces qui correspondent exactement à ce qui avait été envisagé par quelqu'un qui pensait être particulièrement créatif sur le coup. Alors, Alors, il y a Péborel qui dit un faux et deux vrais. Ouais, c'est ça, voilà. Il y a quand même. Attends, je vois, moi, il y a un réalité, 2, 3, 4, 5, 6. Bon, je pense que les gens, ils sont plutôt confiants. Alors, quelle est la réponse à cette question? Alors déjà, il y a une bonne nouvelle, c'est que Général Ekala dit qu'il verra Alien, donc on peut le féliciter, bravo. C'est une bonne décision. Moi, c'est un de mes films d'horreur préférés. Ça mélange en plus les genres. Ça vraiment, c'est un film
comment on dit, de suspense et d'ambiance qui est assez inégalable. Malheureusement, le réalisateur après a fait des catastrophes plus tard, mais celui-là, c'est quand même une perle. Voilà. Et on a Ridley Adrien qui Scott, nous met un lien vers le Wikipédia d'Alien. Donc comme ça, de voilà, on l'univers saura d'Alien. plus. Merci. Ouais. Regardez pas tout de suite, Eh bien, sinon vous oui, aurez on la peut. réponse à la question. Eh ben, si tu le veux bien, on peut regarder la première diapositive qui permet de savoir à la première question, est-ce qu'il y a un animal qui peut avoir plusieurs mâchoires? Et c'est parti. Voilà. Avec une petite vidéo. Alors, 2 gifs animés qui nous permettent de découvrir que, effectivement, il y a des animaux qui sont dotés d'une mâchoire interne, en plus de leur mâchoire externe. C'est le cas, par exemple, de la murène. La murène possède ce qu'on appelle une mâchoire pharyngienne qui est en plus associée à des muscles et des tendons qui lui permet d'être projetée vers l'avant. Et comme on peut le voir ici dans ce magnifique gif animé, on peut se rendre compte que c'est quelque chose qui permet à l'animal, donc ici une murène, d'à la fois maintenir avec sa mâchoire extérieure une proie, et la mâchoire inférieure qui se retrouve généralement dans le pharynx de l'animal et qui est animée par des muscles et des tendons, peut être projetée pour ensuite happer la proie. Et donc ça sert, ce système de 2 mâchoires, à maintenir la proie, puis ensuite la faire glisser à l'intérieur du tube digestif de cette murène. Donc oui, si on regardait une murène de face, on pourrait avoir l'impression véritablement de tomber sur nez à nez, enfin nez à museau, nez à double mâchoire, avec un xénomorphe. Et du coup, c'est un mécanisme de déglutition finalement, c'est pas de la mastication. Oui, c'est-à-dire que donc les 2 mâchoires sont dotées de dents, mais ces dents, il y a pas mal de biologistes qui sont capables de faire dire énormément de choses uniquement sur la forme des dents qui sont présentes dans les mâchoires. Et c'est essentiellement pour tuer l'animal. Ensuite, à l'intérieur, il y a un système digestif qui est très musculeux et qui va permettre de briser, par exemple, on le voit ici dans 2 exemples, des carapaces de crustacés et ensuite les ingérer sans souci. Mais il faut pas que ça se coince dans les recoins du tube digestif, ça peut faire mal sinon. Et on Ouais, a Christine qui nous dit qu'elle avait déjà peur en plongée. Bon, bah, Eh bien, désolé. C'est vrai que les murènes, ça peut être un tout petit peu impressionnant. Il y en a certaines quand même qui atteignent des tailles assez colossales. Et donc, ça peut-être vous dissuadera de vous approcher des mains d'une murène. De toute façon, en plongée, essayez d'éviter de C'est toucher toujours les mieux. animaux. Voilà. Après, tu peux aussi regarder Alien sous l'eau en plongée avec une tablette imperméable, pourquoi pas. Voilà. Donc, là, encore une fois, est-ce que les créateurs d'Alien, les créateurs du xénomorphe qu'on retrouve dans Alien se sont inspirés des murènes, ou au contraire, c'est juste qu'ils avaient pensé, oh, on va lui faire une double mâchoire, ça va être trop bien. Et en fait, il s'avère que dans la nature, ça existe déjà. La chose reste à savoir. Je pourrais même rajouter, rien que de voir là cette nouvelle image, le fait que chez le xénomorphe ce soit sa langue, ça m'a évoqué le fait que tous les mollusques essentiellement, mais les céphalopodes et les gastéropodes plus particulièrement, possèdent une langue qui est elle-même constituée de dents, et qu'on appelle la radula, R-A-D-U-L-A, et qui leur sert à la fois de mécanisme de déglutition et pour broyer, râper leur nourriture. Donc, quand vous voyez des petits gastéropodes, etc., comme ça, brouter, soit dans la mer ou des limaces, etc., brouter des champignons, vos plantes, etc., en fait, ils utilisent une langue râpeuse, une langue dentée qui pourrait évoquer celle qu'on peut retrouver chez un xénomorphe. Bien joué pour ceux qui avaient dit réalité. Alors maintenant, il y a une Félicitations. deuxième question dans ta question. C'était est-ce que c'est forcément Exactement. constitutif de l'animal ou est-ce que c'est une symbiose? Ou un parasite. Il y a 2 sortes de parasites. Je crois qu'il y a les symbioses et il y a les. Comment s'appelle l'autre où ça détruit l'autre? Comment s'appellent les 2 termes? Alors, la terminologie sur les relations interespèces, elle varie entre les auteurs, etc. Mais pour moi, symbiose, je l'utilise pour qualifier toutes les relations qui sont littéralement entre 2 partenaires qui vivent associés ensemble. Pour moi, symbiose, ça vient de sim,
syn qui veut dire ensemble et bio qui veut dire vivre, donc ça veut dire vivre avec. Mhm. Or, quand on vit avec quelqu'un, on ne s'intéresse pas encore à la notion, c'est un peu comme un colocataire. Ouais. Votre colocataire, vous ne savez pas s'il peut être sympa ou si c'est un gros relou ou si carrément il est toxique, ça on ne le sait pas. Donc pour moi, symbiose stricto sensu, ça veut dire vivre avec. Et après, il y a différents types de symbiose. Celle dans laquelle les deux partenaires apportent contribuent au bien-être de chacun des partenaires. On appelle ça du mutualisme. Oui, et il y en a où c'est du neutralisme, c'est-à-dire ou ce qu'on devrait plutôt appeler du commensalisme. Ça veut dire deux colocataires qui se croisent comme ça dans le couloir, qui fait hey, salut, je t'ai laissé la porte ouverte et voilà, bon, pas de bénéfice en fait. Donc on appelle ça du commensalisme. Et celui qui fait jamais celui son où linge, il y a vraiment voilà. Et celui où carrément là, c'est celui qui va piller le frigo sans jamais donner en retour, ça c'est du parasitisme. Mais donc c'est une sorte de sous-partie de la symbiose. Et ce que toi tu évoquais, c'est peut-être encore une sous-partie du parasitisme, c'est que dans le parasitisme, il y a la survie de l'hôte qui est toujours en jeu. Et si la survie, elle n'est pas nécessairement mise à mal par le parasitisme, on appellera ça du parasitisme classique. Et si, pour certains organismes, le fait que l'organisme est parasité entraîne nécessairement la mort de l'hôte, on va parler alors d'un parasite qui est dit parasitoïde. Donc le xénomorphe est un parasitoïde, du coup. Oui. À part si tu peux survivre de avoir quelque chose qui est sorti de ton bide. Alors, a priori, elle survit pas de top hein, quand même, parce que. Alors du coup, j'ai posé Spoiler, la question. Désolé. Spoiler. Mais il y en a beaucoup d'aliens, donc ça va. J'allais dire j'ai spoilé. Non, j'ai posé la question dans le chat. Est-ce que c'est forcément une vraie langue ou est-ce que ça peut être un parasite? Je vois que les gens du coup en fait attendent ta réponse apparemment. On a Omerita qui dit vraie langue à moins que la murène soit infectée dès la naissance. Ah. Alors c'est pas nécessairement dès la naissance, et c'est ça qui est intéressant. La question se pose en fait parce qu'il y a des parasites qui sont censés remplacer la langue des animaux. Et si tu passes sur la troisième diapositive, là, on va pouvoir voir le cas qui est donné. C'est celui qui a été un tout petit peu devenu très célèbre comme parasite sur Internet, Simotoa exigua, qui est un parasite, donc un crustacé, qui est capable, qu'on retrouve chez la plupart des poissons. Ici, on voit un poisson clown dans lequel on voit deux petits yeux qui nous font face. S'il ouvre bien la bouche et qu'on voit les deux petits yeux, c'est bel et bien parce que à la place de sa langue, entre guillemets, eh bien, il y a ce parasite qui lui est accroché. On le voit très bien là dans cette dissection du vivano rose qui est sur la partie droite de la diapositive et dans lequel on voit la position du parasite dans la bouche de son hôte. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'est horrible. Non, mais je me demande si le parasite reste comme accroché à un moyen de langue, quelque chose comme ça. Alors, c'est une très très bonne question. Dans le cas classique, en gros, Simotoa exigua, ça a été documenté pendant de très nombreuses années. D'ailleurs, pour ceux qui s'intéressent, il y a un des effets potentiels du réchauffement climatique et de la surpêche serait une augmentation de la fréquence de parasitisme de ces genres de crustacés parasites. C'est-à-dire qu'on retrouve les pêcheurs de nos jours retrouvent de plus en plus de poissons dans lesquels, lorsqu'ils ouvrent la bouche, ils disent coucou, il y a un petit crustacé qui est à l'intérieur. Donc c'est un événement qui devient de plus en plus fréquent. Est-ce que ça se mange? Alors, je sais pas. J'avoue, il faudrait déjà dépasser le stigmate d'avoir trouvé quelque chose dans la bouche de son poisson. Mais j'avoue que je ne sais pas si ça se mange. Et à la question, est-ce que certains parasites se mangent? Oui, c'est même chez certains, il y a certains plats indonésiens qui sont à base de parasites de foie de certains bovins. Donc on peut manger des parasites, mais ça, on fait une totale digestion. C'est la fève. C'est la fève du poisson. C'est la fève. Bien vu. La fève avec des yeux.
J'étais plutôt... D'ailleurs, au passage, généralement, quand les pêcheurs ouvrent la bouche du poisson, le crustacé s'en va, et là, comme ça, il décampe, hein, donc D'accord. il essaye de pas rester... Alors donc, ce qui s'est passé, en fait, pour ces pauvres poissons-là, c'est qu'à un moment dans leur vie, ils ont dû respirer, avec leurs branchies, une larve de ces crustacés. Et ces larves de crustacés, elles ont une taille assez microscopique. Elles sont toutes petites et elles peuvent se faufiler dans les branchies et donc rentrer dans la bouche du poisson et se fixer sur la langue, entre guillemets, des poissons. Parce qu'une des choses qu'il faut savoir, c'est que la structure qui forme la langue des poissons, c'est pas exactement l'équivalent de notre structure à nous. Leur langue, il y a des os à l'intérieur et c'est essentiellement un détachement du plancher de la mâchoire de ces poissons. Alors que chez nous, mammifères, nous, on a véritablement un muscle, une structure qui nous permet de déglutir et qui n'a pas vraiment exactement... Enfin, c'est plutôt une analogie que strictement une langue qu'on peut trouver chez les poissons. Cependant, les poissons l'utilisent un peu comme nous, c'est-à-dire que leur langue leur permet de déglutir, parfois pour certaines espèces d'aplatir la nourriture. Bien sûr, ils l'utilisent pas pour parler, hein, contrairement à ce que nous laisse entendre Le Monde de Nemo et ce genre de film. En plus, pour perdre la mémoire, c'est un con. En plus, c'est un con, ouais, voilà. Donc, quand cette larve arrive et se pose sur cette langue, entre guillemets, du poisson, elle va commencer à se nourrir du mucus qu'il y a dans la bouche, mais aussi du sang de la langue du poisson. Et dans de nombreuses publications scientifiques, il semblait que ce parasite suce la langue du poisson jusqu'à ce que cette langue s'atrophie. Alors, je faisais cette présentation, et même dans le livre, moi, Parasite, on peut voir que je parle de Simotoa exigua comme le crustacé parasite qui remplace la langue. Cependant, depuis que j'ai écrit ce livre, et à partir de 2019, il y a des chercheurs qui commencent à s'intéresser pour savoir si c'est systématique que le poisson qui est parasité par ce crustacé perd la langue après ce parasitisme. Et il y a de nombreux... ça commence, en fait, il y a une recherche qui est en cours, et des chercheurs sont en train d'essayer de faire des scans en utilisant des rayons X ou de la tomographie ou des dissections pour voir si la langue disparaît tout le temps. Et il semblerait, mais ça n'a pas encore été publié dans des journaux à comité de lecture, que c'est pas systématique. Et donc, il y a certains poissons qui ont un peu plus de chance et qui ne perdent pas la langue qui est occupée par ce crustacé. Cependant, on pourrait se demander, est-ce que le poisson, quand même, réussit à se nourrir? Et c'est le cas. C'est-à-dire que ce crustacé qui occupe la langue, alors, soit la remplace, soit l'occupe, eh bien, il va être utilisé par le poisson comme une langue fonctionnelle. C'est-à-dire que le poisson va bouger son parasite dans sa bouche pour pouvoir ramener les aliments à l'intérieur de son système digestif. Et donc, il va avoir une langue différente, parasitaire, mais qui lui sert quand même à la déglutition. C'est pas quand même top pour le poisson. Généralement, plus le crustacé augmente en taille, plus ça va avoir un impact sur l'espace qui est disponible pour ses branchies. Et donc, il y a certains poissons qui vont mourir d'asphyxie si le crustacé est trop important. Et dans cette diapositive, je vous raconte pas comment ils se reproduisent, parce que le truc, c'est que pour se reproduire, il faut un partenaire. Et donc, dans la même bouche d'un même poisson, il va y avoir généralement 1 ou 2 ou 3 crustacés qui vont occuper la bouche. Alors, pour les rassurer, le mâle est généralement plus petit que la femelle. Et ce qui est intéressant, c'est que tous ces crustacés naissent mâles, mais c'est uniquement quand 2 crustacés se trouvent dans la même bouche que celui qui était le premier arrivé dans la bouche se métamorphose et devient femelle. On appelle ça du hermaphrodisme séquentiel, et donc peut être susceptible de se reproduire avec le mâle qui vient d'arriver. Et donc, pareil, si la femelle meurt, hop,
c'est autour du mâle qui était tout seul dans la bouche, hop, qui peut rechanger de sexe. Et donc, c'est ce qu'on appelle l'hermaphrodisme sexuel et qui permet justement la reproduction dans la bouche. C'est vrai que pour les parasites, la sexualité, c'est quelque chose de très très compliqué parce que généralement, quand on est coincé dans la bouche d'un hôte, on n'a pas vraiment le choix du partenaire sexuel. C'est un peu ce qui se passe. Et donc, imaginez que dans la même bouche, il pouvait y avoir 2 mâles ou 2 femelles. La reproduction n'aurait pas pu être assurée. Et donc, c'est pour ça qu'au cours de l'évolution, il y a eu sélection de cet hermaphrodisme séquentiel pour permettre la reproduction. Et d'ailleurs, il y a le même type d'hermaphrodisme séquentiel chez les poissons clowns. C'est pas l'inverse, je pense que les poissons, ils naissent tous femelles. Non, il n'y avait pas... Non, c'est il y a une sorte de harem et le plus gros poisson est la femelle et tous les autres, les plus petits, c'est les mâles. Mais dans la nature, la sexualité, ça va, c'est bon, il y a plein de règles différentes, donc on peut tout trouver. Donc, je vois que tu as d'autres diapos sur ce sujet-là. On va passer à la suivante, du coup. Exactement. Un autre film, The Bay, donc apparemment qui parle... Alors c'est pas un autre film, c'était pour illustrer que en fait cette inspiration-là, elle existe. C'est-à-dire qu'il y a un film d'horreur qui est un navet, hein, je ne recommande pas. Il a été réalisé par Barry Levinson en 2012. Et dans ce film, il y a les fameux crustacés isopodes qui remplacent la langue de leur hôte, et donc cette fois-ci c'est des humains plutôt que des poissons. D'accord. Ok. Et enfin on a The Last of Us. Et donc là c'est une autre question. C'est une nouvelle question. Très bien. C'est une nouvelle question, en effet. Écoute, passons à cette question. Après les langues transformées en crustacés. Ouais. Les zombies. Eh bien, ceux qui ont joué à The Last of Us ont remarqué qu'il y avait des zombies avec des têtes un tout petit peu déformées. C'est des zombies champignons. Et la question, c'est est-ce que c'est tiré de quelque chose de réel? Est-ce qu'il y a des parasites champignons qui peuvent zombifier leur hôte? Voyons voir ce que va nous répondre dans le chat. Zombies, champignons, parasites ou réalité? En plus, maintenant, c'est dans 2 jeux. Hein. Il y a The Last of Us et The Last of Us 2 dans lesquels on peut voir ces zombies. Alors, est-ce qu'il y a une définition scientifique du mot zombie? Est-ce que ça existe? Non, c'est pour ça que c'est toujours un tout petit peu compliqué, mais il s'avère que dans les publications scientifiques, le terme est utilisé, donc ça peut exister. J'aime bien la résignation de certains qui disent « Oh, sûrement ». Là, c'est foutu pour foutu. On a quand même quelqu'un qui nous dit que c'est un mythe. Hein, alors... Ah oui. Qui va tomber des nues entre les deux? On ne sait pas. C'est vrai que là on a quand même une grosse déformation, mais on a quand même aussi des films de zombies où ils sont pas trop déformés. On va voir. Hein. Est-ce que tu nous diras s'il y a des zombies pas trop déformés? On en parlera. Il y a quelqu'un qui dit un peu comme les hommes arbres. Alors ça, c'est un truc qui est totalement différent spécial, et qui est d'ailleurs dans ma paradis. Mais c'est une bonne idée pour agrémenter ce quiz. Je ne l'ai pas rajouté, donc je remercie cette suggestion. Alors, c'est une très très bonne question, une très très bonne remarque qui va nous permettre de faire une petite digression. C'est comme des tumeurs, sauf que ce sont des tumeurs qui sont bel et bien provoquées par des virus. Ce sont des papillomavirus. Peut-être que certaines personnes connaissent ces virus, notamment il y a des papillomavirus qui provoquent des cancers de l'utérus ou des cancers du col de l'utérus. Il y a quelqu'un qui répond très très précisément à la question, mais on va y revenir. Il triche quand même, j'ai l'impression. Oui, c'est son boulot de tricher. Alors pour finir sur cette question d'arbre, si ce sont des virus qui sont concernés, ça veut dire que certes c'est une maladie, mais c'est une maladie qui est causée par une forme vivante, entre guillemets, virale, qui est le parasite par excellence. Donc c'est bel et bien quelque chose qui est causé par un parasite, cette fameuse maladie. Alors les hommes arbres, il y a un exemple très très connu d'un Indonésien qui s'appelait Dédé, et malheureusement qui est décédé des suites de cette maladie. Généralement, ça attaque des personnes qui sont immunodépressives,
et donc qui ne peuvent pas combattre naturellement contre ces formes virales qui entraînent des tumeurs kératinisantes, c'est-à-dire des tumeurs de la peau. Et c'est un peu comme des verrues, sauf que c'est des verrues version complètement dégénérées et qui peuvent entraîner des malformations. On a vraiment l'impression que cette personne était devenue Groot, quoi. C'était assez colossal, quoi. Alors, je vois qu'il y a quand même Et beaucoup de gens qui ont dit réalité. Hein. très bien. Eh ben, écoute, je te propose qu'on y réponde avec la diapositive suivante. Préparez-vous, c'est un peu gore, moi je sais de quoi il s'agit. Enfin bon, hein, c'est le sujet. C'est vrai. Alors voilà, dans ce petit gif animé, on voit qu'en effet, il y a une fourmi de la tête de laquelle apparaît un champignon. Et c'est le champignon du genre Cordyceps. Donc même Adrien avait répondu très précisément, probablement donc un champignon du genre Ophiocordyceps. Et ce sont donc des champignons qui ont la particularité de se développer dans des tissus d'arthropodes, c'est-à-dire des insectes, des araignées, des différents animaux appartenant à ce grand groupe que sont les arthropodes. Et plus particulièrement, ce champignon-là, il s'attaque de manière privilégiée à une espèce de fourmi arboricoles qui ont des fourmilières à même le sol. Et ce champignon, il a la particularité de faire quelque chose de complètement incroyable. C'est non seulement il se nourrit des tissus de la fourmi, mais en plus, il a la capacité de modifier leur comportement. Et c'est-à-dire que des fourmis qui sont infectées par ce champignon cordyceps vont avoir un comportement aberrant. Et que ce soit à l'aube ou au crépuscule, elles vont systématiquement, alors que la plupart du temps, on a l'impression que ce sont des fourmis tout à fait normales, mais à l'aube et au crépuscule, elles vont se mettre à monter sur des brins d'herbe ou des petits branchages au-dessus de leur fourmilière, s'agripper avec leurs mandibules et rester comme ça, les pattes, comme on peut le voir, agrippées sans plus bouger. Donc c'est vraiment alors je vois qu'il y a Adrien qui dit que ce sont des fourmis des tribus des Camponotini. Ça dépend vraiment des espèces de Ophiocordyceps. Il y a Ophiocordyceps unilateralis qui va être spécifique de telle ou telle espèce de fourmi, mais il y a souvent en fait une spécificité qui se crée entre le parasite et l'espèce parasitaire et l'espèce d'eau. Mais du coup, Petite parenthèse. elles sont toujours. Ouais. Tu dis qu'elles font ça plusieurs fois par jour, mais c'est-à-dire que ce qui se passe sur la vidéo actuellement ne se produit qu'une fois, j'imagine. Bien entendu, c'est-à-dire qu'il y a un moment où le champignon a fini de se nourrir de l'intégralité du contenu de la fourmi, et donc il a fini son cycle de vie, tous ses nutriments sont absorbés, et donc ça veut dire que ce champignon est capable de savoir quand est-ce qu'il n'y a plus de nutriments à l'intérieur de son hôte. Et une fois qu'il y a perception de ce manque de nutriments, de cette carence, le champignon, pour pouvoir accomplir un nouveau cycle de vie, doit trouver de nouveaux hôtes. Et donc, il va réaliser cette fructification. Ça correspond un tout petit peu aux champignons, ce qu'on voit chez les champignons classiques, c'est-à-dire les chapeaux des champignons sont des fructifications. C'est pas du tout l'essentiel de l'organisme du champignon. Il y a toute une partie qu'on ne voit pas et qui est dans le sol et qu'on appelle le mycélium. Ici, chez Ophiocordyceps, tout ce qui était du mycélium était dans le corps de la fourmi. Et cette fructification, le seul rôle, c'est de pouvoir disperser des spores directement sur la fourmilière qui se trouve en dessous de la fourmi, qui, bien entendu, est décédée à ce moment-là. Et parce qu'en plus, il y a un effet douche après qui va se produire. C'est très vicieux. Exactement. C'est très vicieux. C'est pas mal. Ce qui fait qu'un des comportements de défense des fourmis, c'est qu'au cours de l'évolution, il y a la plupart des espèces de fourmis qui vont détecter des fourmis parasitées, les prendre et les jeter en dehors de la fourmilière. Donc c'est assez brutal. Faut s'imaginer si on faisait le parallèle dans un film comme The Walking Dead, etc. Il y a un infecté, hop là, on le boot en dehors du camp et il va crever dehors.
Et paf la fourmi, comme dit Minus 69 J'imagine qu'on AV. a déjà dû faire ça dans l'histoire avec les grandes épidémies. À mon avis, c'est des choses qu'on Bah a déjà dû probablement. Oui. On passe à la suite. Tout à fait. Alors c'est quoi ça du coup? Ah bah voilà, on passe, on passe au Bioman. Réalité ou fiction, il existe des étoiles de mer parasites. Alors on parlait des bébêtes à 7 membres de Premier Contact tout à l'heure. Là donc c'est 5 membres. Donc c'est un animal qui rompt la Exactement. symétrie, tu me le disais tout à l'heure. Et alors du coup, est-ce qu'il en existe qui parasitent des autres, ou alors juste elles se baladent comme ça au fond des océans, à faire leurs affaires? Donc dites-nous ce que vous en pensez. Est-ce que c'est réalité ou est-ce que c'est fiction? Et en attendant, j'aimerais bien que ça Alors, m'intéresse pour les cette amateurs, histoire de symétrie là, du coup, ça m'intéresse. on va en parler comme tu veux. Juste pour pouvoir recadrer, c'est pas tiré d'un film, c'est tiré d'une série qui s'appelle Goggle 5. Pour les amateurs, on peut le retrouver si on fouille Ah, bien un c'est tout pas petit Bioman, peu sur Internet. C'est pas Bioman, c'est pas Power Ranger, c'est un spécifique qui s'appelle Goggle 5. Et c'est le 16e épisode qui s'appelle Hitodemotsu. Et dedans, il y a cette fameuse étoile de mer méchante qui vient les bouffer. Et donc là, on voit ces pauvres bioman en train de se faire bolosser par une étoile de mer. Et donc la question, parce que ce qui s'est balancé sur ces organismes-là, ce sont des étoiles de mer parasites. Est-ce que ça existe? Réalité ou fiction? Est-ce que Alors vous voyons avez voir les mangé des étoiles de réponses. mer, en nageant dans la mer comme ça? Déjà qu'il y a les méduses, faut faire attention. Tout Alors il y ça. a quelqu'un qui dit power plastique. C'est pas faux. P4 dit fiction, Fangun dit bien sûr, Méliluge dit réalité, mais avec En fait, Péborel, réalité. je pense que les gens sont habitués à ce que ce soit vrai en fait. À force. Peut-être qu'il y a un piège. Réalité 100% pour Dispalix. Et du coup, comment ça se fait qu'un animal ait 5 branches comme ça, alors que sur Terre, la plupart des animaux sont quand même symétriques? Qu'est-ce qui lui est arrivé à cette bestiole? Alors, 5 branches. il y a quand même une symétrie, mais c'est une symétrie radiaire. C'est-à-dire que c'est un peu comme les méduses, tu vois, ou des polypes, ou tu vois par exemple une anémode. Tu as une symétrie radiaire, c'est pas complètement asymétrique comme certaines structures. Prends une éponge, ça n'a pas de symétrie. Ça pousse dans tous les sens. Tu peux pas trouver d'axe ou de plan de symétrie chez les éponges. Chez les méduses, les cnidaires, etc., tu as une symétrie radiaire, c'est-à-dire que tu as un axe, et autour de l'axe, tu peux tourner ton organisme plusieurs fois, et il faut tourner un nombre de fois pour retrouver ta position initiale. Chez les méduses, c'est un ordre, c'est généralement 4 ou 8 ou 6 ordres de symétrie radiaire. Et chez les étoiles de mer, mais aussi chez les oursins ou chez les concombres de mer qui appartiennent à ce grand groupe qu'on appelle les échinodermes, eh bien c'est une symétrie pentaradiée, c'est-à-dire une symétrie d'ordre 5. Après, tu as bien entendu, tu as des étoiles de mer qui peuvent avoir 10 bras, 20 bras, parce que c'est cet ordre-là. Je vous invite d'ailleurs à regarder, comme la plupart des étoiles de mer ont aussi des propriétés de régénération complètement folles. Il y a parfois des étoiles de mer qui vont se retrouver à 4 bras, mais c'est uniquement parce qu'elles n'ont pas encore régénéré leur 5e bras. Donc, on passe à ça. Et il s'avère que ces animaux-là, ce sont des proches parents des vertébrés, et donc ils ont perdu leur symétrie qu'on a, c'est-à-dire une symétrie bilatérale avec une partie gauche et une partie droite, 2 axes de polarité, un axe de polarité antéro-postérieure, un axe de polarité dorso-ventrale. Ils ont perdu ça, et on peut se rendre compte qu'ils ont perdu ça parce que leur larve, elle est bilatérale. Il y a une partie gauche et une partie droite. Mais au cours de l'évolution, il y a eu quelque chose qui s'est passé. Et quand ces animaux se métamorphosent, ils passent d'une larve symétrique, avec un plan de symétrie bilatéral, à une larve pentaradiée, enfin un adulte pentaradié. Voilà. Et je dis souvent que les clés USB sont des objets de spin 3,5, puisqu'il faut faire un tour et demi pour que ça puisse se brancher. Tu le branches, ça marche pas, tu retournes, ça marche pas, et tu retournes une 3e fois, ça marche. C'est une autre manière de voir, mais je suis tout à fait d'accord. Et donc la question, c'est est-ce que ces organismes-là
pourraient être parasites? Je te propose qu'on regarde la Oui, parce que tout réponse. le monde a l'air d'être d'accord entre eux. Alors, est-ce qu'ils sont d'accord avec toi? C'est la question. C'est ça la question. Ah, c'est un piège. C'était Et un oui, piège. parce que, et c'est vraiment quelque chose qu'on n'arrive pas encore à expliquer, mais pour l'instant, aucune espèce d'échinodermes, c'est-à-dire les étoiles de mer, les oursins, les concombres de mer, n'ont été découvertes à ce jour et qui sont parasitaires d'un autre organisme. Donc, pour l'instant, il n'y a aucune étoile de mer, aucun concombre de mer et aucun oursin parasitaire. Et pourtant, on a cherché, hein, vraiment, on cherche, et pour l'instant, il n'y a aucune de ces espèces qui est capable de parasiter d'autres autres. Alors que des éponges parasitaires, il y en a, des méduses parasitaires, il y en a, des oiseaux, il y en a qui sont parasitaires, donc vraiment, ça existe pratiquement partout, mais pas chez les étoiles de mer. T'es en train de nous dire Pourquoi que cette petite série un petit peu loufoque et stupide a une meilleure imagination que Alien et tout ça. Pour une fois, c'est quelque chose qui est original par rapport à ce qui existe dans la nature, en effet. D'accord. Eh ben, on peut passer à la suivante, du coup. Le village des Très bien, damnés. ouais. Réalité ou fiction, un parasite qui remplace les progénitures de son hôte par la sienne. Alors ça, on voit souvent ça dans la science-fiction et dans l'horreur, dans plein Alors, je de propose versions qu'on aille différentes. un petit peu vite parce que je vois qu'en plus, il est 18h53, Oui. il va avoir plus beaucoup de temps. Je voulais au moins placer le prochain. Donc, en gros, la question, très rapidement, est-ce que vous connaissez un parasite qui remplace les progénitures de son hôte par la sienne? Donc, si vous avez vu Le Village des damnés, peut-être la version ancienne version actuelle. Ça parle de justement, c'est un roman de science-fiction qui a été écrit en 1957 et dans lequel des extraterrestres sont allés sur Terre et d'un coup, toutes les femmes des villages tombent enceintes et leurs enfants, bah, en fait, ce sont des extraterrestres. Il y a aussi la bestiole dans Man in Black qui prend la peau du fermier. Bon, mais effectivement, je crois que j'avais Alors là, vu c'est la ça. progéniture. Voilà. J'avais vu ça. C'est des oiseaux qui mettent leurs œufs à la place des œufs des autres, c'est ça? Exactement, bah, je te propose, ouais, donc comme tu as dit, le coucou. À chaque fois que vous allez dans la forêt et que vous entendez le coucou, c'est un chant qui nous ravit parce que c'est très facile à reconnaître. Et puis c'est assez mélodieux, mais en fait le coucou, c'est un chant presque de mort pour la plupart des espèces qui sont à l'intérieur, puisque cette espèce Cuculus canorus Ah, mais il est énorme. remplace, en fait, elle attend. Vous avez un mâle et une femelle coucou qui guettent des nids et la femelle va très très rapidement occuper le nid de leur hôte pour pouvoir pondre des œufs à l'intérieur du nid de leur hôte, des œufs qui même au sein de la même espèce, en fonction des populations, peuvent prendre l'apparence des œufs de leur hôte. Vous voyez là par exemple Mhm. que vous avez différentes espèces de coucous qui pondent des œufs qui ont pris l'apparence du reste de la nichée. Donc qui sont soit bleus, soit blancs tachetés, etc. Et donc, de cet œuf, très très rapidement, va éclore un petit poussin qui va généralement déloger tout le reste de la nichée, hop là, pour être l'unique récipiendaire de la nourriture que va apporter les autres oiseaux qui les prennent pour leur propre progéniture. Il est énorme en plus. Donc bien joué Emmanuel Louch qui a répondu le coucou. Et je voulais montrer un autre exemple, si tu veux bien passer sur la diapositive suivante. Parce que le coucou, c'est la réponse classique, mais en fait, il y a une autre espèce de coucou. C'est le coucou du Tanganyika, qui a exactement le même mécanisme. C'est ce qu'on appelle un parasitisme de couvée, mais cette fois-ci, le coucou, c'est un poisson. Son nom, c'est Cynodontis tacheté. Et en fait, ce que fait la mère, et qui est assez malin, c'est qu'elle va faire mine de se rapprocher des œufs d'un poisson, et des œufs de poissons chez qui il y a un instinct maternel de mettre dans la bouche tous les œufs et leur progéniture. Et donc, ce que fait ce coucou du Tanganyika, c'est qu'elle fait semblant d'arriver près des œufs de ce genre de poisson, sauf qu'elle pond elle-même un œuf très très rapidement, comme ça, pof, parmi les œufs de leur hôte. Et à l'intérieur de la bouche de ces poissons hôtes, eh bien, va éclore un poisson du coucou de Tanganyika qui va manger le reste des autres poissons et donc être couvé malgré eux par des poissons hôtes. Pas très sympa. Pas très sympa.
On passe à la suite. Ah, on passe Je pense aux parasites des humains. En effet. Donc là, Alors, Stargate. Donc Stargate, hein, même dans les films Goa'uld, d'astronomie, Stargate. dans les films spatiaux, pardon, il y a effectivement des parasites. Alors je te propose de mettre une question par-dessus ça. Est-ce que les humains ont des parasites? Je pense que c'est vers là qu'on va. Alors, bon, pour le coup, je me suis permis de faire, même si j'ai mis un exemple humain, la question ne s'adresse pas aux humains. C'est-à-dire, D'accord. je pose la question de manière générale dans le, dans le monde animal, est-ce qu'il y a des parasites qui vivent dans la cavité creusée dans le ventre de leur hôte? Mhm. Alors, Et est-ce pour que répondre à la question de Homeritak qui vient d'apparaître, les poissons ne connaissent pas leur mère? Non, et c'est la même chose pour pour les oiseaux. Ils ne connaissent pas leur mère, ils sont élevés par leurs parents d'adoption, si on veut. alors, Donc s'il y là, a- est-ce qu'il y a des gens qui espèrent que ça n'existe pas, que des parasites qui vivent dans la cavité creusée dans le ventre de leur hôte? Bon, déjà, Pour répondre à cette même sans question, est-ce cavité, que il y a des parasites humains? Tous les virus qui s'attaquent aux humains, bah, ce sont des parasites humains. Le SARS-CoV-2, c'est un parasite d'humain, par exemple. et d'ailleurs, il y a même des chercheurs qui se sont demandé si ça ne modifiait pas le comportement des humains. J'ai entendu une émission qui parlait de ça Exactement. l'autre jour. Et, Ouais, et pardon. pour reprendre l'image, certes pas dans une cavité, mais il y a quand même le ténia et tout ce genre de choses qui sont dans le ventre, plus ou moins. Et oui, le ténia, le ver J'espère que je t'ai solitaire, pas spoilé ta euh, réponse. c'est un ver qui se trouve dans le tube digestif et dont nous sommes, nous humains, les hôtes définitifs, c'est-à-dire que c'est de l'hôte dans lequel se réalise, et ça peut-être qu'on n'a pas trop envie de l'imaginer, mais dans l'hôte, c'est là que se fait la reproduction, en fait. Donc certes, le ver solitaire est solitaire. Généralement, il est unique dans le tube digestif, mais c'est hermaphrodite. Donc, il va sécréter des spermatozoïdes et des ovules pour permettre la fécondation. Et ensuite, dans nos excréments, la progéniture est relâchée. Voilà. C'était les œufs de ténia. Alors, on a dit oui, Mais c'est pas fiction. exactement ce que je demande ici. Là, c'est vraiment un parasite qui creuse une Ouais. cavité dans le ventre. Alors, dans la peau, il y a la gale, par exemple. Alors c'est pas mal, en effet, la gale, qui est un petit insecte qui est capable de creuser dans la peau, en effet. Mais là, je parle de la cavité dans le ventre. Alors, je pense qu'on a pas Vraiment, mal. pour occuper, comme dans le Goa'uld, Ouais. la Ou dans structure. Alien, d'ailleurs. Bon, je pense que là, on a assez meublé. Il y a quand même pas mal de gens qui ont répondu, mais ils sont mitigés. Donc, je te propose qu'on passe à la réponse. On a des oui et Allons-y. des Et non. je pense que ça va être la dernière, parce qu'il est Ouais. 19h. Exactement. C'est bien de finir sur ces images-là. Donc la réponse, c'est bien entendu que ça existe. Encore une fois chez les poissons, qui font partie des espèces les plus bolossées du monde Pauvre. animal. Et c'est encore un crustacé parasitaire. Et on peut passer directement à la dernière diapositive, donc c'est celle qui est juste après, dans laquelle j'ai mis un petit gif animé, dans lequel on peut se rendre compte de ce à quoi ça apparaît. Voilà, ça c'est merveilleux, ça fait plaisir. Ce petit gif animé dans lequel on voit donc cet isopode parasitaire, un crustacé parasitaire, qui s'appelle Artistone tricybia, qu'on appelle le gili. Donc quand le peuple quichua de l'Équateur dit gili gili, c'est pas du tout... pas exactement la même chose qu'ils ont en tête, et qui sont donc des crustacés qui apparaissent, qui rentrent, se faufilent dans le tissu épidermique d'un poisson, se faufilent entre les écailles et vont creuser à l'intérieur de l'abdomen, comme on peut le voir ici. Il faut s'imaginer que si on se mettait à notre propre taille, la taille là, c'est comme si on avait un petit lapin à l'intérieur de l'abdomen. Ouais, et d'ailleurs, il y a voilà. un deuxième parasite là sur l'image. Comment? Il y a un deuxième parasite sur l'image. La petite truc qui est au-dessus Ouais. là, je me suis toujours demandé ce que c'était, si c'était un parasite ou si Parce que sur c'était les un tortues, il y petit a ça. caillou, Sur je les ne sais tortues pas. marines, il y a des coquillages comme ça qui les parasitent complètement. Et tu vois souvent des vidéos où ils les nettoient justement. Parasites Ouais. cutanés apparemment. Oui, enfin, les poissons, en fait, comme ils n'ont pas de bras, Pas de chocolat. ils ont énormément Dit de Adrien. soucis parasitaires avec énormément de crustacés, d'espèces comme ça, de vers parasitaires qui vont rentrer à l'intérieur ou à l'extérieur, se ficher dessus. Et il y a beaucoup
D'ailleurs, c'est pour cela qu'il y a aussi des espèces de crustacés ou de poissons qui jouent le rôle dans l'écosystème de déparasitant Oui, en comme les requins notamment. nettoyant ces pauvres animaux parasités. Mais j'imagine que c'est parce que comme c'est dans l'eau, le médium est plus facilement vecteur de parasites que l'air. On pourrait croire. Sans parler des virus, en tout cas. Sans parler des virus. Sans parler de virus, oui, non. En fait, à partir du moment où il y a quelque chose qui est en contact avec notre peau ou avec notre Oui. système digestif, on a un risque de vecteur de parasitisme. C'est vrai que dans l'air, c'est beaucoup moins facile de se faire parasiter par ce qui peut être transporté. C'est beaucoup plus difficile de transporter des larves, etc., dans le milieu aérien. Cependant, il y a bien entendu des espèces parasitaires qui ont trouvé des moyens de pallier à ça. Typiquement, l'agent du paludisme, la malaria, il va rentrer à l'intérieur des glandes salivaires d'un moustique pour pouvoir être inoculé facilement à des humains. Du coup, je te propose une petite conclusion, puisqu'on parlait de chat au début. Et je sais Oui, que c'est un parasite dont on parle souvent, le Toxoplasma gondii. Beaucoup de mythes sur ce effectivement. sujet, beaucoup d'incertitudes. Est-ce que toi, tu en sais quelque chose? Est-ce que tu sais là où on en est par rapport à ce parasite du chat? Alors, pour ce qui est du chat et donc, c'est Toxoplasma gondii, c'est l'agent de la toxoplasmose. C'est un organisme unicellulaire qui appartient à un grand groupe de, d'organismes dans lequel il y a des algues, des plantes, etc. Donc, c'est vraiment un, un organisme unicellulaire, une seule cellule, et qui est parasitaire de rongeurs. Et chez les rongeurs, on a documenté le fait que certains de ces organismes unicellulaires vont rentrer dans le système nerveux du rongeur et altérer leur comportement, entraînant deux choses. Un, diminuer leur peur, leur capacité à avoir peur, et deux, d'être attirés sexuellement par l'odeur de l'urine de félin. Pourtant, ça pue, hein. L'ammoniac, Voilà. ouf. Pour ceux qui savent, pour les détenteurs de chats, ils savent que c'est pas terrible. Et donc ça permet à ce parasite de pouvoir atterrir dans le tube digestif de félins, si les rongeurs se font dévorer par des félins. Et parce que cet agent de la toxoplasmode, en fait, a un cycle de vie qui utilise deux hôtes. Un hôte intermédiaire, les rongeurs, et un hôte définitif dans lequel il va pouvoir y avoir reproduction sexuée, les félins. Et donc la question, c'est est-ce que cet agent de la toxoplasmose qui est capable aussi d'infecter des humains, est-ce qu'il y aurait un impact sur notre propre comportement? Et pour l'instant, la recherche n'est pas claire sur le sujet. On sait qu'il y a des cellules de cet organisme-là qui peuvent atterrir dans le système digestif. On sait qu'il y a des corrélations qui sont faites entre différents tempéraments et la présence de ce toxoplasme, mais pour l'instant, il n'y a pas d'études conclusives qui ont permis de montrer que cet agent avait un véritable impact sur le comportement des humains. Donc pour l'instant, Donc on si vous laissera aimez vos là-dessus. chats, c'est juste parce que Voilà. vous aimez vos chats. Voilà. Par contre, je crois Exactement. que c'est pour les grossesses, pour les grossesses, je crois que c'est pas terrible d'avoir ça. Ah non, par contre, c'est très très mauvais pour les grossesses parce que, en l'occurrence, au moment de la grossesse, il y a une sorte d'immunodépression locale pour ne pas rejeter le fœtus, qui peut être justement, qui peut entraîner une infection grave par cet agent de la toxoplasmose. Donc, en effet, faut éviter de toucher les crottes des chats et les chats d'ailleurs au moment de la grossesse. Tout à fait. Bon, bah du coup, voilà de nouveau ton livre, Moi Parasite. J'espère que cette petite session sur les parasites vous a plu. J'espère que ça vous a pas traumatisé non plus. Donc dorénavant, hein, sachez que quand vous regardez un film de science-fiction qui se passe dans l'espace ou pas, s'il y a des parasites, demandez-vous s'il n'y a pas déjà un parasite qui existe dans la nature. Vous pourrez voir ça dans le livre de Pierre ou par vous-même.
et essayer de trouver du coup des films. Vous pouvez le mettre en commentaire sur le Twitter du Planétarium ou sur les commentaires de la chaîne. Si vous trouvez un film avec un parasite vraiment particulier, qui est vraiment original, n'hésitez pas à le mettre. Et puis j'imagine que les exobiologistes, ça les intéresse aussi ce genre de choses, savoir comment ça pourrait être des animaux sur d'autres planètes. Et même d'ailleurs les animaux sur la Terre avant devaient être très exotiques par rapport à ce qu'on a aujourd'hui. Ah, c'est un autre sujet, ça, oui, en effet. Regarde, qu'est-ce qu'on a d'autre? Et les gens te disent merci. Ça ne me viendrait pas à l'idée de toucher les crottes de chat lors de la grossesse, bizarrement. Mais même en général, on évite, nous on prend une petite pelle pour les. Plus haut, on serait surpris en fait de la prévalence de la toxoplasmose. C'est essentiellement des gens qui enlèvent les crottes des chats et se lavent pas les mains, et puis voilà, quoi. C'est ça. Et il y avait Adrien qui disait que par contre, ouais, pour les étoiles de mer, il y a des étoiles de mer qui sont parasitées par contre. Adrien avait parasité. Ah oui, avait précisé, pas parasité, avait précisé cette chose-là. Tout à fait. Concombre de mer aussi. Il y a notamment un petit passage dans Moi Parasite dans lequel on apprend qu'il y a certains poissons qui occupent le tube digestif de concombre de mer, qui les utilisent comme chambre nuptiale. Voilà. Voilà. Bah, écoutez, je pense qu'il y a aussi des plantes parasitaires. J'ai vu le lierre notamment parasite tout un tas de... J'avais vu un épisode de La Hulotte. Je sais pas si tu connais La Hulotte, le petit magazine. Ah, j'adore La Hulotte. Voilà, il y avait un épisode sur le lierre qui était passionnant. Ouais. Voilà, ça me venait comme ça. Et bien écoute, je pense qu'il y avait une trentaine de personnes en tout qui ont regardé. On était là pendant 1h15. C'est bien agréable. J'espère que ça t'a plu, toi aussi. Merci à toi d'être passé. On a eu Marie de la boîte à curiosité qui nous a bien teasé ta venue la dernière fois. Je crois que tu vas travailler avec elle bientôt. D'ailleurs, c'est avec elle, si vous avez vu sa chaîne, c'est avec elle qu'on a tourné un épisode sur Simotoa exiga, donc le monde est petit, justement. Voilà, et puis la semaine prochaine, je ne sais pas encore trop qui il y aura, j'attends la confirmation. Je vous dis ça dans la semaine, dans les jours qui viennent. Lundi, ce sera Pierre qui fera un astronome atome de nouveau avec un astronome ou une astronome. Mercredi prochain, c'est Pierre qui vous retrouvera à 16h pour une séance de planétarium en ligne avec le logiciel Stellarium. Donc comme si vous y étiez. Et après, la semaine d'après, on continue et il y aura normalement un médiateur atome avec Pierre et moi où on fera du Scriblio, un dessiné c'est gagné astronomique tous ensemble. Voilà, et on va concocter une liste de mots très variés sur l'astronomie, tordus ou pas tordus, et on devrait bien s'amuser. Pierre, où est-ce qu'on peut te trouver en ce moment sur Internet ? Alors donc il y avait tous les réseaux sociaux là qui sont liés à Moi Parasite, mais sinon mon propre mes propres contacts de réseaux sociaux, c'est Pierre Kerner sur Twitter et mon blog s'appelle Strange Stuff and Funky Things, mais si vous tapez SSAFT, vous devriez trouver la chaîne YouTube, le blog, Facebook, etc. Et tu as des vidéos caméo que tu fais en ce moment dont tu veux faire la pub ? Non, a priori non, il y a pas de vidéos qui ont été tournées dans lesquelles j'apparais, mais il y a toujours des projets pour lesquels j'aime bien m'associer. Là, il y a la dernière vidéo de Marie de la boîte à curiosité dans laquelle elle a parlé de ornithorynque. C'était une vidéo sur laquelle j'ai relu le script. Donc si vous voulez voir une bonne vidéo sur justement un organisme bien chelou et venimeux. Voilà. Bon, eh ben, je crois qu'on a fini cette session. Je te remercie d'avoir été là. N'hésitez pas à m'écrire écrire des commentaires sur la chaîne YouTube du Planétarium. Je sais pas si Adrien, tu peux nous mettre en commentaire la chaîne YouTube du Planétarium, toi qui es en train de regarder. Donc Adrien vous mettra probablement le lien dans le chat. Voilà, et on se retrouve lundi à 18h. Et puis moi, Pierre, si tu veux, on peut se retrouver encore quelques minutes après. Et puis je te dis merci beaucoup ça marche. pour tout ça. Au revoir à tous et à toutes. Bonne soirée et tout ça, bon week-end, etc. Salut. Bye bye.